La lucidité vis-à-vis de la réalité qui nous entoure invite à l'honnêteté. Sur nos responsabilités individuelles et collectives, je ne m'en exclus pas, ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait pour modifier la réalité, sur ce que nous voulons faire demain et que nous pouvons faire pour la transformer. L'honnêteté commence par dire que la France n'a pas été épargnée par les épreuves depuis 4 ans. Je pense d'abord, évidemment, au terrorisme. Cette épreuve était annoncée, on pourrait presque dire prévue. Mais elle a sidéré par l'intensité de sa violence, le nombre et l'innocence de ses victimes, la jeunesse et la familiarité de ses auteurs. Je n'aime pas cette affirmation selon laquelle la France est en guerre. Être en guerre suppose de reconnaître à nos agresseurs qu'ils sont les soldats d'une cause légitime. Je n'y vois que des instruments anonymes d'une folie meurtrière totalement déshumanisée. La France fait face, comme d'autres pays, à la dérive sectaire et ultra-violente d'une composante radicale de l'islam. Elle y fait face comme des dizaines d'autres pays qui payent au prix fort, en Afrique, au Proche-Orient, en Asie, en Europe ou aux États-Unis, le développement d'un terrorisme qui fait de l'humanité tout entière sa cible, sans distinction d'origine ou de religion. Nous sommes confrontés, en réalité, aux rejetons barbares de la mondialisation, du choc du monde arabo-musulman avec la modernité, du dévoiement fanatique de l'islam par quelques-uns et d'une désagrégation du sens dans les sociétés occidentales minées par le matérialisme et le consumérisme. Et je veux retenir cependant de cette épreuve l'incroyable résilience dont ont fait preuve nos compatriotes au lendemain des attentats de janvier puis de novembre 2015. Et c'est la raison pour laquelle je me désole que ce ciment précieux, que l'unité nationale ait été percutée au sommet de l'État par l'initiative de la déchéance de nationalité. Depuis cette décision, la discorde s'est progressivement immiscée dans le débat public. C'est cette décision, puis le renoncement à la mettre en œuvre, qui a libéré la droite et l'extrême droite. Aujourd'hui, nous voyons que le terrorisme est en train de gagner la partie quand la peur pousse les Français à s'exclure les uns les autres. L'honnêteté implique aussi d'admettre que la situation du pays laissée par la droite était catastrophique. 1 million de chômeurs en plus, l'augmentation de la pauvreté, une dette publique alourdie de 600 milliards d'euros, une politique étrangère indexée sur celle des États-Unis, un pays blessé par le débat sur l'identité nationale. Redresser le pays s'annonçait difficile, éprouvant. C'est même pour cette raison qu'une fois de plus, conscients d'une épreuve qu'ils pressentaient cruciale, les Français ont choisi la gauche en 2012. Et chacun d'entre nous devinait que l'échec, cette fois-ci, serait celui de trop. Qu'il serait fatal à la gauche, mais peut-être bien même fatal à la démocratie et à la République. Combien de fois l'avions-nous entendu ? Cette fois-ci, c'est la dernière fois, ne nous décevez pas. Cette fois-ci, je mets un bulletin dans l'urne socialiste, mais si vous nous décevez, ce sera fini. Comme beaucoup, j'ai accepté dans ce contexte d'entrer au gouvernement avec fierté, pétri de cette exigence, conscient de la solennité du moment, soucieux de ne pas prendre à la légère les responsabilités qui nous étaient données. Vous le savez, je n'avais pas voté pour François Hollande, ni au premier, ni au second tour des primaires. Ma loyauté allait, et mes convictions, à Martine Aubry. Je pensais cependant que François Hollande, après une élection gagnée sur le fil, souvenez-vous, sur le fil, dans un pays à bout de nerfs, que François Hollande avait conscience de la responsabilité immense qui était de la sienne. Une responsabilité accrue par une crise démocratique persistante et les échecs de ses prédécesseurs qui illustraient déjà le score incroyablement élevé de Marine Le Pen. Je me suis trompé. Je me suis trompé, nous nous sommes trompés, et des millions d'électeurs se sont trompés. Et si j'ai quitté le gouvernement à l'automne 2014, ce sont pour les mêmes raisons que celles qui m'ont conduit à y participer. J'ai essayé d'agir avec un fil conducteur, agir là où j'étais pour redonner du pouvoir aux citoyens. Du pouvoir sur leur vie, mais du pouvoir aussi sur le destin de la nation. Claude a eu l'amitié de citer la loi ESS, mais c'est vrai, j'ai fait 2 lois. L'une qui renforce les droits des consommateurs, face aux assurances, aux banques, aux grands groupes, à la grande distribution notamment, et une autre
pour l'économie sociale et solidaire, qui essaye de permettre à la démocratie de rentrer dans l'ordre économique, jusque dans l'atelier, disait Jaurès, faire rentrer la démocratie. Et nous avons créé un droit, le droit d'information pour les salariés de savoir quand leur entreprise est en vente, droit immédiatement remis en cause par les lois Macron, comme quoi l'alternance avait déjà commencé. Devenu ministre de l'Éducation, ma priorité était la même, l'égalité à l'école, comment tordre le cou à cette réalité insupportable d'une école qui trie par l'échec, se concentre sur la sélection des élites, reproduit et parfois accentue les inégalités. Mais quel sens cela aurait-il eu d'être satisfait de ma propre action dans un gouvernement qui s'apprêtait à prendre le tournant libéral des lois Macron, puis El Khomri? J'ai été ministre et je ne le regrette pas. Et de l'école à la santé, en passant par l'environnement, j'approuve aujourd'hui bon nombre des décisions et des politiques mises en œuvre dans ces domaines-là, même si, en rentrant dans le détail, on verra qu'on pouvait faire aussi autre chose et qu'on peut encore faire autre chose. Mais j'ai quitté le gouvernement de Manuel Valls et je ne le regrette évidemment pas davantage. Tout malheur national, disait Marc Bloch, appelle d'abord un examen de conscience. Gouverner la France en 2012 était tout sauf une sinécure. Sans doute même beaucoup plus difficile qu'en 2007. Mais honnêtement, qui croira que ce quinquennat s'est joué sur un coup de bol? Qui croira cela? Et comment peut-on même affirmer et dire cela? Nous aurions perdu par manque de bol. Comme toujours, les événements extérieurs s'alignent plus ou moins favorablement. Mais moi, je veux dire ici, pour avoir été ministre et avoir mesuré ce qu'était la réalité de l'impuissance volontaire, qu'au-delà des contingences extérieures qui existent et qui peuvent vous amener à modifier un certain nombre de vos choix, au-delà de ces contingences, ce quinquennat s'est d'abord joué sur des choix lucides et conscients du président de la République et du Premier ministre. Des choix parfaitement conscients. Et là où il a échoué de la manière la plus éclatante, ce n'est pas la conséquence des contingences extérieures, c'est la conséquence d'une impuissance volontaire. Alors, pourquoi effectivement, et c'est la question qui nous est posée, poursuivre sur le même chemin que celui emprunté parfois par la droite auparavant? Pourquoi poursuivre la même trajectoire européenne? Pourquoi adopter la même doctrine de politique étrangère? Pourquoi si souvent décrire la réalité économique et sociale avec les mêmes mots sur l'entreprise, le coût du travail, le poids des charges sociales, les 35 heures ou le licenciement? Oui, la situation était dramatique. Elle appelait un tournant complet. François Hollande savait parfaitement que le bilan de Nicolas Sarkozy avait pesé lourd dans sa victoire. Pourquoi alors remiser les solutions de la gauche et s'inscrire dans les pas de son prédécesseur?